Merci de cette interlude. Alors je vous rassure, vous n'allez pas parler sous les corps de chasse. Merci beaucoup. Je vous invite à vous asseoir. Donc Baudouin Prot, président de la BNP, Jean-Hervé Lorenzi, président du Cercle des économistes, et il manque Stéphane Richard, mais qui arrive. Il est sur le périphérique. Ça coince pas mal, hein, ouais. La circulation n'est pas encore digitalisée. Ouais, on voit. C'est très physique. Donc ce sera la place de notre président. Merci à tous les deux d'avoir accepté de participer à cette conférence de lancement. Baudouin Prot, donc on vous voit beaucoup, on vous entend beaucoup, de par vos fonctions. Les banques sont au cœur de l'activité, au cœur de la situation économique actuelle. Jean-Hervé Lorenzi, vous êtes président du Cercle des économistes, vous êtes conseiller de la financière Edmond Rothschild, c'est bien ça? Et donc, bravo pour le Cercle des économistes, parce que j'ai été absolument stupéfait par la qualité des gens que vous faites venir à Aix-en-Provence, des gouverneurs de banques centrales, d'anciens ministres, des ministres en activité, des présidents de sociétés européennes et du CAC 40, et vous les faites venir à Aix, et je sais à quel point il est difficile de faire venir les gens à la Défense. Donc les faire venir à Aix, je vois à peu près quelle performance c'est. Il les attire avec l'opéra quand même. Hein. Avec l'opéra d'Aix, avec des calissons, vous mettez des calissons sur alors, franchement, aller à Aix au mois de juillet, faut pas non plus pousser. Hein. C'est quand même pas le, c'est pas le bagne. Hein. Ce que il faut peut-être ajouter, c'est que sur les 200 intervenants, la moitié viennent de 30 pays. Et ils viennent de Corée, d'Inde, de Chine, de Colombie, etc. Tout ça pour parler une dizaine de minutes. Donc ça signifie que ça leur paraît très intéressant. Oui, et vous devriez, si je peux me permettre, parce qu'on est le BG est très mauvais en RP, mais je ne peux pas me permettre de vous donner des conseils, mais vous devriez communiquer auprès du grand public, parce que je pense que le grand public qui s'intéresse de plus en plus à l'économie ça pourrait avoir des répercussions pour la réunion du Cercle des économistes. Alors, je propose qu'on attaque d'entrée de jeu, puisque je vous ai donné la parole. Monsieur Prot, quelle est la situation de l'économie européenne et de l'économie française ce matin, au moment où nous parlons? Ça, c'est une question à 100 €, moi. Enfin, écoutez, l'économie européenne va moyennement, mais je pense que j'augure personnellement bien que le sommet de cette semaine saura prendre un certain nombre de mesures. Je pense que tous ceux, et ils sont assez nombreux, qui parient sur l'échec ou l'éclatement de l'euro, comme on dit en anglais, are going to be proven wrong, voilà, et que l'Europe va reprendre le chemin d'une croissance lente, et que, voilà, à condition évidemment qu'on fasse dans tous les pays les réformes structurelles. L'Italie les a faites, c'est sans doute celle qui les a faites le plus sérieusement. L'Espagne commence à s'y mettre. Je pense que la France ne tardera pas. Et donc, voilà, moi je suis plutôt optimiste. Je trouve que, en plus, quand on a un thème qui est aujourd'hui réinventer l'économie et qu'on a réuni dans cette salle quelques centaines d'acteurs à travers la digitalisation d'un secteur de l'économie qui est plutôt en plein développement et qui, quand on voit les chiffres de beaucoup de progression d'e-commerce ou des réseaux sociaux, enfin, je ne dis pas se moque de la crise, mais surfe sur la crise. Moi, je crois qu'il y a beaucoup de choses à faire en Europe, il y a beaucoup de choses à faire en France. Bon, encore faut-il que les entrepreneurs continuent à être bien, je ne dis pas portés au pinacle, mais valorisés, qu'on les laisse travailler, qu'on les laisse aussi profiter en partie du patrimoine et de la valeur qu'ils créent. Voilà. Donc moi, je suis plutôt optimiste. Je considère que l'Europe a plein d'atouts, mais évidemment, il faut que les jeunes entrepreneurs continuent nombreux à créer des entreprises en France et pas seulement à la Silicon Valley ou à Londres. Voilà. Mais si on prend garde à ça et qu'on se met, qu'on continue ou qu'on entame un rythme de réforme structurelle important et qu'on continue à mettre de l'ordre dans les finances publiques, de ce point de vue-là, je remarque que l'actuel gouvernement, sous l'autorité du nouveau président, semble très engagé à respecter le 3%. Enfin, je crois qu'ils considèrent que leurs engagements en matière de mise en ordre des finances publiques sont intangibles. Et ce qui est très important, c'est je crois qu'ils réexpliquent assez régulièrement que
ils ne se laisseront pas dériver si la croissance, voilà, ce sont des objectifs en valeur absolue qui sont progressifs, qui sont d'ailleurs, le retour à l'équilibre des finances publiques françaises n'est pas violent, il est assez progressif, donc il n'est pas tellement marqué qu'on puisse se permettre de le laisser dériver. Voilà. Donc je crois qu'il faut que maintenant on crante bien la cordée, voilà, et que si on fait le travail, je suis assez optimiste. Je crois qu'on a en France, on a de très belles entreprises. On a les entreprises du CAC 40. Hein, il va falloir finir de critiquer le CAC 40 qui représente 35% de l'emploi et 60% des exports en France et 35% de l'investissement. Et on a la chance d'avoir un CAC 40. Dans les grandes entreprises, on a un portefeuille beaucoup plus varié que tous les pays de notre taille comparable. On en a dans tous les secteurs, on en a des mondiaux. Et puis, bon, il nous faut plus d'ETI, ça c'est vrai. Et puis sinon, je pense que dans le domaine de l'Internet, il faut sûrement aussi qu'on fasse plus. Mais voilà, donc moi je suis totalement contre la chansonnette du déclinisme et l'atmosphère du pessimisme. Voilà. Est-ce que vous pensez que, en fait, la question... Les gens qui sont ici dans cette salle vivent d'un marché qui est le marché du digital, qui grosso modo réunit l'accès à Internet, les médias numériques, et même les médias, beaucoup de représentants de médias traditionnels ici, la publicité et tout ce qui est vente sur Internet, l'e-commerce, vente de contenu, etc. Et ce que l'on a constaté, je pense que je peux me permettre de parler au nom de tout le monde, c'est qu'en avril, ça allait à peu près. Le mois de mai a été absolument catastrophique. Il a été catastrophique du point de vue des affaires, hein, de la conclusion de contrats, etc. Notamment parce que, comme tous les 4 ans, ça a été un mois de mai avec énormément de ponts. Et ça ne facilite pas. C'était pont en mai et pluie en juin. Voilà, donc ça, au moins, c'était nouveau. Mais les ponts, les ponts, c'est quand même un des génies de l'esprit français, le pont. Oui, difficile à expliquer. On sait le faire long et répété, quoi. Donc, évidemment, comme les dodanes dans les villages maintenant. On ne peut plus faire 100 mètres sans avoir un dodane, donc voilà. Et en fait, le mois de juin n'a pas été la reprise, va mieux que mai, mais n'a pas été la reprise espérée. Et ce que l'on voit, c'est que si cette situation et ce drame permanent auquel on assiste dès l'instant qu'on allume la télévision, qu'on ouvre évidemment les journaux tels que les Échos, le Financial Times, etc., c'est que ça va avoir des répercussions assez lourdes et graves dans les 2 mois qui viennent, en fait, sur l'activité économique et donc sur l'emploi, etc. Oui, bon, clairement. Est-ce que cette crise peut durer dans le temps encore, ou est-ce que vous pensez qu'elle va... Partout dans le monde, ça ralentit. Hein. Le Brésil est à 0. La Chine, dès qu'on passe en dessous de 8% en Chine, c'est le tocsin à Pékin. Donc voilà, il y a le tocsin parce qu'ils sont à 7,4. Donc ils viennent de baisser leurs réserves obligatoires. Ils viennent de redonner un programme. Ils reviennent de redonner, après avoir donné, ils avaient fait un programme de stimulation de 400 milliards de dollars. Il y a 3 ans. Ils étaient en train de freiner, et là ils ont arrêté tous les freins, les réserves obligatoires sont baissées, les taux d'intérêt sont baissés, les banques reçoivent des instructions à nouveau de prêter. La Chine a cette particularité. La Chine est à l'économie ce que l'Arabie Saoudite est au pétrole. C'est-à-dire que c'est le seul pays qui en a sous le pied vraiment et qui peut faire de même que les Saoudiens peuvent passer de 8 millions à 11 millions de barils en 3 semaines. Évidemment, ça fait d'eux le sweep. Enfin, une fois que les Saoudiens ont parlé, les autres causent toujours dans l'OPEP, puisque quand on a 3 millions de barils, ce qui est la production de l'Irak ou de l'Iran en variabilité sur 15 jours, on a évidemment un pouvoir assez fort. La Chine, je dirais, elle a des finances publiques telles, avec ses 2 milliards 300 millions de réserves qui augmentent de 10 milliards de dollars par mois, et avec une épargne de 35% du PIB, que la Chine, elle en a sous le pied. Voilà. Donc si ça ralentit à 7,5, hop, on remet un peu de gaz. Et puis, voilà, ça ne fait pas une consommation optimisée, mais ça repart. Voilà. Donc la Chine va repartir. Mais ça a quand même bien ralenti. Là. Donc je disais, l'Inde a beaucoup ralenti, parce que l'Inde ne fait pas les réformes. L'Inde n'arrive pas à faire ses infrastructures. L'Inde est politiquement de nouveau dans une période d'attentisme. Et donc la croissance en Inde est plus... Salut Stéphane. Et donc, voilà. Donc, oui, on va avoir une croissance lente. C'est pas la peine d'aller se raconter oui, on va avoir une croissance lente. Bon, mais moi, je fais la tournée de France. Je vais demain à Lyon inaugurer un pôle innovation et voir des chefs d'entreprise. J'étais il y a quelques jours à Lille. Je vais dans quelques jours à Strasbourg. À chaque fois, je vois 200 ou 250 chefs d'entreprise. Et puis, j'essaie de voir de façon plus rapprochée un échantillon de clients BNP Paribas.
Les entreprises, quand l'économie fait zéro, il y a quand même des entreprises qui font plus 10 parce qu'ils vont chercher de l'exportation, parce qu'ils ont des choses nouvelles, justement parce qu'ils innovent. Donc ça ne sert à rien on ne va pas se lamenter toute la journée sur le fait qu'il y a une croissance faible en ce moment. Voilà. Et oui, la croissance est faible, elle sera un peu moins faible demain. On a la chance de ne pas être non plus en récession, ça pourrait être pire. Could be better, could be worse. Mais de toute façon, c'est l'environnement. Donc à partir de là, le chef d'entreprise doit avoir avec l'environnement le rapport qu'a celui qui fait une régate par rapport au plan d'eau. Bon, voilà. Si on fait 3 semaines de régate, il y a des jours où il fait beau, des jours où il fait mauvais, des jours où il n'y a pas de vent, il y a des jours, voilà. Après, à vous de régler votre. Bon, évidemment, s'il y a beaucoup de vent, on risque d'aller là-bas, et s'il n'y a pas de vent, vous n'avancez pas. Bon, ça, on l'a tous compris, pas la peine d'y passer la matinée. Donc, après, c'est chaque chef d'entreprise. Et ce que je trouve génial, c'est que les chefs d'entreprise, plus l'entreprise est petite, plus l'environnement, plus elle peut faire mieux que l'environnement. C'est exactement comme un gestionnaire d'OPCVM. Si vous gérez 80 milliards d'euros, c'est assez dur de faire mieux que l'indice. Si vous gérez un petit fonds, vous pouvez faire mieux. Voilà. Donc il faut avoir. Enfin, franchement, on est aujourd'hui sur le thème de l'innovation. C'est incroyable aussi ce qui se crée. Regardez ce qui se crée. Voilà. Donc, faut pas. Il se crée aujourd'hui dans tous les domaines. Il y a des affaires qui marchent du tonnerre. Il y a des entreprises françaises ou autres qui se donnent l'objectif du marché mondial assez vite. Et là, le marché mondial, c'est vaste. Il y a ce que les gens de l'atelier, les équipes de l'atelier m'ont donné 2-3 éléments pour préparer cette sympathique rencontre. Et un des chiffres, c'est ce qu'ils appellent le next billion consumer. Là, bon, le next billion consumer. Dans les pays en voie de développement, il y a 1 milliard de gens qui, dans les 5 ans ou 10 ans, vont passer de $2 à 20 $. Et voilà, c'est des marchés gigantesques. Donc, regardons ça, et au lieu de regarder la pluie sur Paris et le périphérique, ça ne sert à rien. Jean-Hervé Lorenzi, comment est la situation économique actuellement? Écoutez, je mettrai 2 mots, le mot optimisme. Je suis comme l'animateur d'un groupe sur l'optimisme sur la société française. Donc je rejoins absolument ce qu'a dit Baudouin sur ces thèmes-là. Et lucidité, parce que je suis sur un timing un peu plus long, je ne crois pas du tout à l'idée que cette crise soit finie. Alors je vais juste peut-être en dire un mot. Et ça n'est pas naturel d'avoir un regard au fond assez, non pas pessimiste, mais assez interrogatif sur ce que sera la croissance mondiale. Quand vous regardez ce qui s'est passé au G20 il y a quelques jours, vous apercevez que, en fait, on a réalisé à quel point les économies étaient interdépendantes. Vous savez, on avait beaucoup parlé de décorrélation entre les pays émergents, etc. Tout ça, c'est en fait un peu une illusion. Il y a la stratégie du bouc émissaire, c'est à l'origine de tous les maux, y compris du ralentissement de l'économie américaine, c'est l'Europe. Et je partage tout à fait le sentiment. Oui, très bon, très bon. Et je partage l'idée qu'il y aura une solution. Je partage l'idée qu'il y aura une solution, évidemment, au sommet européen des jours à venir. Maintenant, sur le fond, je pense que l'économie mondiale est partie dans une période qui est une période qui n'est pas un double dip dramatique, mais qui est quand même une situation qui a la caractéristique, c'est que personne ne comprend exactement ni la situation dans laquelle nous sommes, je vais juste en dire 3 ou 4 mots, ni les solutions qu'il faut apporter. Parce qu'on est confronté à 3 ou 4 sujets simultanés, et c'est comme un problème de maths. Si vous avez 4 problèmes simultanés, vous n'arrivez pas à le résoudre. On a d'abord ce que nous avons construit nous-mêmes, c'est-à-dire... Voilà. Oui. Allô ? Oui, le micro de M. Lorenzi fonctionne ou pas? Simplement, pas tenir par le bas, il faut tenir au milieu. Ah oui. Parce que l'émetteur est en bas. Ah, d'accord. Je te l'en. Donc, non, franchement. Ce qui, pour le rendez-vous du numérique, est une illustration que rien n'est jamais défini dans la vie, est sûr. Sur cette première idée, c'est que quand vous prenez les États-Unis, ils ont construit leur chômage structurel. C'est-à-dire que ce transfert, comme jamais en 2 siècles, aucun pays n'a connu ce transfert massif d'activité vers les pays émergents, sans contrepartie immédiate, sauf pour le consommateur, en réalité, c'est un problème dont il est très difficile de sortir. Petit 2, l'épargne, c'est-à-dire la manière dont on finance nos économies. En fait,
on a quand même beaucoup vécu via les États-Unis à travers des flux qui venaient des pays émergents. Et vous ne pouvez pas à la fois dire que les pays émergents vont augmenter, notamment la Chine va augmenter le poids de sa consommation et imaginer que les flux d'épargne ne vont pas, en tout cas, diminuer de manière assez significative. Et donc, si j'y rajoute toutes nos foliganderies de Bâle 3, de Solvabilité 2, etc., on est quand même dans un dispositif compliqué que nous avons nous-mêmes créé. C'est extraordinaire, si vous voulez, l'art de se tirer les balles dans le pied, mais pas pour dans 15 jours ou 3 semaines, pas pour la fin de la semaine, pour les 2, 3 ans ou 3, 4 ans qui viennent. Troisième sujet, réalité quand même lourde pour nous, peut-être moins pour la France, qui a sur ce plan-là un atout très important, le vieillissement des sociétés. Ça veut dire tout simplement le fait que le poids des charges publiques liées à la retraite et à la santé, ça va augmenter. Donc il faut, évidemment, ça donne un degré de liberté de moins. Et puis j'ai quand même une interrogation sur ce qu'est le moteur de la croissance. Quand vous regardez sur les 2 derniers siècles, 2 tiers de la croissance, c'est le progrès technique. C'est le progrès technique qui fait la croissance dans l'histoire des pays industrialisés. Et mon sentiment, mais c'est très très difficile à montrer aujourd'hui, c'est qu'il y a plutôt un ralentissement. C'est qu'il y a un très grand développement du progrès scientifique. La technologie, quand vous regardez ça en progrès, en productivité, etc., c'est pas évident. C'est d'ailleurs une bonne nouvelle, parce que ça signifie que si les nouvelles vagues de progrès technique apparaissent, après Internet, disons après ce qui s'est passé il y a 20 ou 25 ans, à ce moment-là, ça rebat les cartes et rien ne dit que nous, les pays de l'OCDE, nous ne soyons pas ceux qui captent le progrès technique. Donc au fond, moi, je suis très optimiste. Je suis en réalité optimiste pour la France. Je trouve que si on est bien gouverné, et on le fut à certains moments bien, je dis ça pour mon camarade Stéphane, on le fut, on le saura peut-être bien, et enfin, il faut toujours être optimiste dans ce genre de choses. Il faut aller vers... Enfin, on était à 19, il faut arriver à 19,5. C'est pas impossible qu'on se débrouille bien en France. Je ne suis pas convaincu qu'on ait des drames en Europe. En revanche, la conjoncture mondiale, elle est quand même celle d'une difficulté majeure de l'économie mondiale dans les années qui viennent. Ça ressemble étrangement à 37. Très, très étrangement. C'est-à-dire, oui, mais attends, 37... Arrêtez la comparaison, là, parce qu'après, c'est 30. Non, Baudouin. Non, vas-y. 37, rien ne te dit qu'après 37, tu es obligé d'avoir 38. Non, 37, c'est une température normale. Voilà. Après, ça monte et ça à 40. Voilà, c'est évidemment de température dont je parlais. Donc, c'est évidemment de température. Ça a été une très bonne année pour le service en France, puisque c'est la naissance de Pierre Bellon. Et donc tout ça pour dire que le sujet au fond, ce que tout le monde espère, c'est-à-dire une meilleure gouvernance mondiale, il faut comprendre le sujet. Et le sujet, objectivement, aujourd'hui, ni les politiques, ni a fortiori les économistes le saisissent parfaitement. Donc, ils sont très centrés sur des sujets au jour le jour. Ils annoncent des drames dramatiques, ils se trompent régulièrement. En fait, mon sentiment, c'est que les années qui viennent sont plutôt des années de ralentissement assez notables, tant qu'on n'a pas une nouvelle vague de progrès techniques forte. Je veux dire une chose je rentre une seconde dans le potager de l'économisme, mais l'économie de marché est la seule qui marche, mais c'est la seule qu'on ne peut pas prévoir. Voilà. Donc tous les autres, l'économie planifiée, ça ne marche pas, ça on en est sûr. On a cessé, enfin, c'est un produit qui n'est plus à l'étalage. Et d'ailleurs, dès qu'un continent comme l'Afrique cesse de faire l'économie planifiée pour faire l'économie de marché, tout de suite, plaf, le bateau démarre. Simplement, l'économie de marché, elle a une autre caractéristique, c'est que c'est le régime des vents. Donc il y a des risées, on ne comprend pas forcément ce qui se passe. De temps en temps, ça ralentit. Alors là, c'est vrai qu'on est dans une période trentenaire. Moi, je pense que les Congratief, moi j'ai fait très peu d'économie, mais quand j'étais petit, voilà, on disait de temps en temps, on se prend un Congratief. C'était le cycle long. Franchement, on a voulu de façon prométhéenne ignorer les cycles et les abolir. L'abolition de l'esclavage a marché, l'abolition du cycle n'a pas marché. Voilà. Et on se retrouve dans une période un peu longue. Quand on aura terminé, ça aura fait 10 ans, je pense, 2007-2017. Et après, ça va. Voilà, normalement, dans les bouquins, après, ça repart. Et enfin, Baudouin, Baudouin, qui est un homme de consensus, m'amène à dire que c'est le redémarrage du Congratief. C'est quand même un moment, non pas de l'innovation technologique, mais une espèce de vague forte qu'on va avoir. Mais ça va être le broadband, quoi, qui va nous. On va surfer sur le broadband. Voilà, grâce au numérique. Et l'investissement, comment se comportent les chefs d'entreprise actuellement? Comment se comporte l'investissement? Comment sentez-vous l'investissement? L'investissement, il dépend, je pense, de chaque secteur. Il dépend de l'appréciation que chaque entreprise, chaque industrie fait de la demande mondiale. Je crois qu'il faut faire une différence entre les entreprises qui s'adressent au marché mondial et puis celles qui sont
limité à un marché local. Moi, je ne ferai pas de commentaires macroéconomiques, dont je n'ai pas la compétence. Je peux parler de mon secteur, qui est Oui, le absolument. numérique, Comment se porte le secteur des qui nous numériques réunit actuellement aujourd'hui, et j'en suis très heureux, parce que je pense que dans l'avenir, quoi qu'il en soit, tout le monde s'accorde à penser aujourd'hui que la révolution du numérique, cette révolution industrielle, technologique, mais même humaine tout simplement, elle représente notre avenir, et je pense elle a ceci de positif, c'est que par rapport à d'autres révolutions industrielles qu'on a pu connaître dans le passé, elle semble pas contraire à la création d'emplois, et même d'ailleurs aussi à l'épanouissement du travail. Il y a une dimension humaine dans cette révolution numérique, je trouve, qui est quand même quelque chose de très positif pour l'économie et pour l'humanité. Alors, pour revenir sur l'investissement, dans le secteur du numérique, d'abord, il y a une croissance. Il y a une croissance parfois extraordinaire, exponentielle, des usages, ou même d'ailleurs de la pénétration des outils numériques, parce qu'on parle de croissance ou de récession. Ayons quand même en tête qu'aujourd'hui, il y a 6 milliards d'utilisateurs du téléphone mobile dans le monde, et que ça ne cesse de progresser. Il y a 650 millions, par exemple, d'utilisateurs du téléphone mobile en Afrique, ce qui est nettement plus que dans toute l'Europe. Donc cette progression, cette croissance reste forte. Elle s'accompagne aussi d'une explosion des usages qui est absolument sans précédent. Juste un chiffre pour illustrer ça, puisque ça se traduit par une explosion du trafic de données sur les réseaux, et notamment sur les réseaux mobiles. Sur les réseaux mobiles, depuis 5 ans, le volume de données échangées a été multiplié par 68. Fois 68. Et on attend encore une multiplication par 7 d'ici à 2015. Donc évidemment, pour que cette fantastique explosion et croissance devienne une réalité, il faut qu'il y ait des investissements. Il faut qu'il y ait des investissements dans toute la chaîne numérique. Alors il y a ceux qui sont vraiment complètement dans les métiers de service, et dans l'innovation, dans les services, dans les start-up ou dans les grands acteurs de l'Internet que nous connaissons bien, qui sont des investisseurs. Pas forcément d'ailleurs les plus importants en quantité, mais enfin en volume, mais qui sont quand même des grands investisseurs. Il y a toute la filière industrielle, les fabricants de terminaux, les fabricants d'équipements, et puis il y a les opérateurs. Les plus gros investisseurs, et de loin, je dirais, sont les opérateurs, parce que c'est eux qui construisent les réseaux, sans lesquels il n'y a pas tout le reste. Si je prends le cas du groupe que je dirige, on est dans un cycle d'investissement plus important. Il faut quand même bien avoir ça en tête. On vient de 8-9% du chiffre d'affaires consacré à l'investissement, et on est actuellement à 14%. Et on va probablement continuer à monter un petit peu. Donc, il y a eu des cycles d'investissement dans les télécoms. On est dans un cycle d'investissement plus élevé, parce qu'il faut construire les réseaux du futur, il faut construire les réseaux de fibre optique, il faut apporter le très haut débit mobile. Et donc tout ceci explique cette situation-là, qui est plutôt positive, je pense. Cet investissement, c'est la 4G. Alors on revient du coup, puisque Stéphane Richer a la parole, on va parler un petit peu du digital, et puis on va revenir sur l'économie, parce qu'il y a d'autres questions que je tiens à aborder, notamment la notion d'économie monde et ce qu'on doit faire des pays qui ne sont plus du tout émergents, qui ont émergé depuis bien longtemps et dont certains vont nous dépasser, je pense au Brésil d'ici peu. Mais vous avez la parole, donc restons dans le digital. Donc cet investissement, c'est essentiellement la 4G, l'investissement dans le domaine de la 4G. Oui, il y a la 4G. Alors, sachant que l'investissement dans la 4G, il se décompose en l'achat de spectre, qu'il a fallu naturellement faire dans les pays qui ont vendu ce spectre. Soit dit en passant, on voit bien que les télécoms, en général, sont toujours quand même la vache à lait des gouvernements et des États, puisque chaque fois qu'il y a une nouvelle génération qui arrive, il faut commencer d'abord par ouvrir son porte-monnaie et faire des chèques quand même énormes. La vente du spectre nécessaire pour déployer la 4G en France l'année dernière, ça a rapporté près de 3 milliards d'euros à l'État. On oublie un peu ça. Enfin, c'est quand même considérable. Et ça vient, je dirais, en plus de toute une série d'autres prélèvements de toute nature qui sont faits sur ce secteur. Mais je passe là-dessus. Donc il y a le volet spectre, et puis ensuite il y a le déploiement des réseaux 4G eux-mêmes. On a commencé à le faire, puisque j'ai inauguré, moi, jeudi dernier, à Marseille, le premier réseau in situ. On a aujourd'hui 75% du réseau mobile dans la ville de Marseille qui est 4G LTE. Certes, encore peu d'utilisateurs peuvent vraiment en profiter, puisqu'il n'y a pas beaucoup de terminaux qui permettent d'accéder à la 4G. C'est essentiellement des clés
des dongles et puis quelques terminaux qu'on a aujourd'hui, mais il va y en avoir de plus en plus. Et puis là, on est parti. Le train est parti. Donc derrière Marseille, on va faire Lyon et Nantes, et sans doute une autre ville. On a un programme de 12 autres villes en 2013. Et on a un objectif d'avoir couvert 50% de la population française en 4G d'ici à mi-2014. La 4G, il faut bien voir que c'est une petite révolution quand même pour le mobile, parce que c'est une multiplication par 10 du débit moyen acheminé sur le réseau. On le fait parce que d'abord on a des problèmes capacitaires, des besoins capacitaires, c'est cette fameuse multiplication par 7 que j'évoquais tout à l'heure sur les volumes de données échangés sur les réseaux. On a donc besoin d'élargir, si vous voulez, les tuyaux pour permettre d'absorber ces trafics. Et en même temps, c'est un saut qualitatif, vitesse de téléchargement, vitesse de défilement. Ouverture de session beaucoup plus rapide. Ouverture de session beaucoup plus rapide, transfert d'images, de vidéos beaucoup plus facile, etc. Donc ça, c'est la 4G. La 4G, ça représente à peu près, enfin en tout, disons, les investissements sur le réseau mobile en France pour nous, c'est 500 millions d'euros par an. Donc vous voyez, c'est un montant important, mais ce n'est pas en même temps le poste principal. Ce qui est le plus lourd dans nos métiers à nous, c'est toujours les réseaux fixes. Et donc la grande affaire qu'il y a devant nous, c'est la fibre. C'est le déploiement de la fibre. Là aussi, on peut dire que le train est quand même parti, puisque depuis 2 ans, en ce qui nous concerne, on a doublé chaque année les montants qu'on investit dans les réseaux de fibre. Cette année, on sera autour de 320-330 millions d'euros et on montera vers 450 millions l'année prochaine. Donc c'est des montants tout à fait considérables. Bon, c'est la mission des opérateurs de télécom que nous sommes d'investir dans les réseaux. Vous savez bien qu'au-delà de ça, ça pose le problème de notre modèle économique, car dans l'économie numérique telle qu'elle est aujourd'hui, tout le monde a besoin de ces réseaux du futur pour que toute cette révolution digitale dans laquelle on vit puisse devenir une réalité. Personne ne sait encore très bien comment on va financer tout ça, et notamment comment les opérateurs que nous sommes vont pouvoir gérer une équation compliquée dans laquelle on leur demande d'investir massivement, mais en même temps on les soumet à des pressions très fortes. C'est la régulation, c'est la gestion de la régulation de la compétition, et puis c'est les contraintes de l'économie de marché dans des sociétés. Et c'est l'arrivée du 4e opérateur. Alors est-ce que ça a été créateur de valeur finalement, l'arrivée de Free? Bah, vous savez, je crois que c'est un peu tôt pour le dire, ça. Est-ce que ça a été créateur de valeur pour tirer un bilan vraiment collectif de ça, je pense qu'il faudra quand même attendre un peu. Ce qu'on peut voir pour l'instant, c'est des effets immédiats. Il y a des effets positifs sur les consommateurs, il faut le dire. C'est vrai que la facture moyenne du mobile baisse. Elle avait déjà baissé avant. Bon, on ne l'a pas tellement dit, on a plutôt insisté sur d'autres épisodes historiques qui n'ont pas été à la gloire des opérateurs. Mais c'est vrai que depuis 2 ans, en tout cas, avant l'arrivée de Free, il y a eu des baisses fortes. Il y a eu en particulier en 2011, autour de l'augmentation de la TVA. On est quand même un secteur d'activité qui avons encaissé 7 points d'augmentation de la TVA, 7 points d'augmentation de la TVA, sans aucune répercussion sur le consommateur. Bon, moi, de temps en temps, je trouve que ce n'est pas inutile de regarder un peu ce qui se passe dans d'autres grands secteurs services collectifs, l'énergie, les transports ou d'autres, pour regarder un peu comment ça se passe au niveau des prix. Donc nous sommes un secteur qui a constamment, depuis des années, fait des gains de productivité et les a rendus très très largement aux consommateurs. Bien, ceci dit, il y a une nouvelle donne, il y a un 4e opérateur qui est arrivé. Comme partout où il y a eu des 4e opérateurs, il y a une baisse des prix. Il n'y a rien d'extraordinaire dans tout ça. Et donc, le premier bénéfice, il arrive vers le consommateur, tant mieux. Ensuite, naturellement, il faudra essayer d'évaluer un peu tous les autres impacts que ceci va avoir. Et moi, là-dessus, je dis simplement que, bon, il y a la vision un peu idyllique de notre ami Xavier Niel, dont je disais encore la prose il y a quelques jours dans un grand quotidien, bon, qui décrit une espèce de situation merveilleuse dans laquelle, vraiment, c'est le bienfaiteur de l'humanité qui est arrivé, et donc, grâce à lui, eh bien, enfin, toutes les injustices vont être supprimées, et donc le monde numérique va connaître un âge d'or. Je crois que cette présentation, évidemment, est
peu caricaturale, Un peu tendancieuse. marketing. Allez. Bon, la vérité, c'est quoi? C'est qu'il y aura évidemment des impacts, d'abord sur les opérateurs existants. Je sais bien qu'on est de très mauvais chefs d'entreprise, que M. Niel est beaucoup plus fort que nous. Je sais bien que Bouygues est une entreprise qui n'a pas d'histoire et qui a toujours été mal gérée, de même que Vivendi, France Télécom, etc. Il n'empêche que, aujourd'hui, confronté à une situation de marché dans laquelle on a une pression et un choc même, on peut dire, sur les équilibres économiques, sur la capacité de dégager des ressources pour investir. 60% de la marge que nous faisons est réinvestie dans les réseaux. Bah, quand cette marge est diminuée de 10, 20, 30, 40, 50%, il faut bien qu'on s'adapte. Et donc, il faut s'adapter. L'adaptation, elle va porter sur tous les postes de coût des entreprises. Chacun essaiera de la mener en fonction de ses contraintes, de son histoire, etc. Mais dire qu'il n'y a pas de conséquences, c'est quand même une vue de l'esprit. Bien sûr que oui, qu'il y aura des conséquences, non seulement sur les opérateurs, mais sur toute la filière. Moi, je veux vous dire, je suis plus inquiet sur les sous-traitants. Par exemple, sur ceux qui font des centres d'appel en sous-traitance des grands opérateurs et tous les métiers qui sont autour de cette filière, quant à cette redistribution, d'une certaine façon, de la valeur. Après, on me dit toujours, il y a les dividendes, vous n'avez qu'à payer moins de dividendes. La belle affaire. Oui, bien sûr qu'on va payer moins de dividendes. C'est un fait. On va payer moins de dividendes, mais c'est pas ça. Même si on payait plus de dividendes du tout, c'est pas pour autant qu'on aurait résolu le problème de l'adaptation du modèle économique. Donc, gardons-nous un peu des vues un peu simplistes sur le sujet. Oui, il y aura un impact, bien évidemment. Personne ne sait dire aujourd'hui si toute cette opération sera bénéfique pour la collectivité, parce que c'est bien pour le consommateur. L'ennui, c'est que le consommateur, il n'est pas que consommateur. Vous voyez, il est aussi salarié, parfois d'ailleurs des sociétés du numérique et des opérateurs de télécommunications. Il est contribuable. Est-ce que cette affaire est une bonne affaire pour l'État? J'ai des doutes. Bien, voilà, il est utilisateur. Enfin, donc on ne peut pas découper comme ça les gens en rondelles et dire une opération est bonne pour le consommateur et donc elle est bonne pour tout le monde, elle est bonne pour l'économie. Je crois que c'est un peu plus compliqué que ça. Moi, je me garde pour l'instant de jugement définitif. Voilà, et je tiens beaucoup aussi à réhabiliter un peu cette industrie, parce que, si vous voulez, c'est vrai qu'il y a des centaines de milliers de gens qui travaillent dans ce secteur, qui ont apporté beaucoup à l'économie nationale. J'ai l'impression que tu parles de la 40 ans. banque, là. Mais une industrie où il y a Oui, des centaines de milliers de gens qui font bien leur boulot. Enfin, voilà. Donc, je suis de tout cœur, là. Tout cœur. Voilà. Et donc, ça fait des décennies quand même qu'il y a voilà, des belles histoires, des histoires d'hommes aussi et de femmes qui se sont investis dans ces métiers, qui ont apporté beaucoup de choses. Et donc, je trouve qu'ils ont été, depuis quelques mois, beaucoup dénigrées, beaucoup réduites. Bon, puis un dernier mot là-dessus, il y a la thématique de l'oligopole. Alors ça, je trouve ça toujours extraordinaire qu'on nous envoie toujours ça dans les gencives comme une insulte. Vous êtes un oligopole. Ben oui, on est un oligopole, mais si je retourne vers mon ami économiste, un oligopole, ça marche à 4 aussi bien qu'à 3. Hein. Donc si on est un oligopole à 3, on sera aussi un oligopole à 4. C'est-à-dire c'est la caractéristique profonde du secteur des télécommunications de fonctionner en oligopole. Partout dans le monde, ce sont des oligopoles. Donc l'oligopole n'est pas mauvais en soi. D'ailleurs, dans notre secteur d'activité, c'est simplement impossible qu'il n'y ait pas, d'une façon ou d'une autre, un oligopole. Donc, fustiger l'oligopole, pardon, c'est stupide. Et quand j'entends encore, ou quand je lis les remarques qui se veulent un peu donneurs de leçons sur l'oligopole... Je ne crois pas que beaucoup de gens aient ça en tête. Ah bah, je le lis souvent, pourtant. Il ne peut pas y avoir 50 opérateurs. Oui, Jean-Hervé. Non, mais la question, c'était 3 ou 4. Et en fait, c'est un débat, parce qu'on verra les résultats dans quelques années, qui n'a pas été tranché. Moi, je me suis engagé avec Michel Didier il y a quelques années. On avait fait un rapport pour le Conseil économique où on montrait qu'économiquement, il valait mieux rester à 3. Donc, ce n'était pas pour faire plaisir à Stéphane, c'était juste parce qu'on trouvait. Mais c'est le seul rapport que tu aies fait. Voilà. Au CAE, sur ce sujet-là. Non, j'en ai fait. Mais je ne sais pas si c'est le plus faux de tous. Je trouve que c'est l'espèce de vision que la société française a eue de privilégier en permanence le consommateur, sans se dire que le consommateur à l'instant T, il y a le consommateur à l'instant T plus 1. Si son pouvoir d'achat a en réalité diminué... Oui, ah là là. Oui. Si le consommateur à l'instant T est ravi, peut-être qu'à l'instant T plus 1, s'il a perdu son job, il est moins ravi. Donc tout ça est un équilibre beaucoup plus subtil que ce qu'on croit. Et je trouve que Xavier Niel a raison, lui, il défend ses intérêts, c'est tout à fait normal. De là à considérer que pourquoi pas 5, pourquoi 4, pourquoi... Tout ça mérite d'être soigneusement analysé et il faudra
faire l'analyse, il faudra faire l'analyse dans 2-3 ans, pas avant, des résultats de l'impact en matière, attendez, un peu d'attention, on est 4, c'est pas ça qui doit nous rendre Je dis moins attentifs. Baudouin Oui. peut couper, moi je peux pas. Oui, C'est il le coupe, président de l'EBG, donc je vais il pas. est d'accord avec moi, il Je coupe. suis un peu dans la merde, donc je suis obligé de je vous en prie, continuez. Voilà. Donc tout ça pour dire que il faudra regarder ça attentivement, mais en tous les cas, c'est vrai qu'à 4, c'est un oligopole et qu'il n'y a pas d'espèce de mystification. On n'est pas passé de la nuit à la lumière parce que on a rajouté un 4e opérateur. Tout à fait. Bah, je voulais juste ajouter un mot là-dessus. Bon, d'abord, on a tous bien conscience, moi le premier, que c'est pas très populaire, voire carrément inaudible, de critiquer le 4e opérateur aujourd'hui. C'est quelqu'un qui arrive et qui permet une réduction substantielle des prix. Il faut être quand même un peu fou pour aller contre ça. Donc je ne m'aventure pas là-dedans. Moi, ce que j'essaie de regarder aussi, c'est l'équilibre du secteur à long terme, et puis de regarder un peu au-delà de la France. Je sais bien qu'on est plus fort que les autres, que nous, il y a des tas de choses qu'on est prêt à faire, qui ont marché nulle part ailleurs, mais on pense que ça va marcher ici. Bon, qu'est-ce qu'on regarde qu'est-ce qu'on voit plutôt quand on regarde au-delà de nos frontières? On voit que, notamment en Europe, pratiquement partout aujourd'hui, on consolide ces marchés. On voit qu'en Angleterre, on a réduit le nombre d'opérateurs et que la consolidation se poursuit avec notamment des accords de partage de réseau qui sont très, très puissants. On voit qu'on commence concrètement à parler de consolidation en Espagne, en Allemagne, en Pologne et dans beaucoup d'autres pays. Donc c'est vrai qu'il y a un côté un peu paradoxal de voir la France continuer quelque part une approche du secteur consistant à toujours multiplier le nombre d'opérateurs, alors que partout ailleurs, de nous, on fait le chemin inverse. Moi, je trouve ça toujours un tout petit peu inquiétant. Et donc, je pense que j'espère qu'on n'est pas complètement à contre-cycle là-dessus, parce que sinon, il y aura une addition à payer à un moment. Baudouin Pro, donc le numérique à BNP Paribas, vous vouliez en parler? Oui, parce que je voudrais dire que dans le métier des services financiers, donc dans la banque, le numérique et l'Internet ont vraiment beaucoup changé les choses, et je crois qu'elles vont continuer à les changer profondément. Alors, d'abord, je veux dire qu'on a un partenariat avec Orange en France qui nous a conduit à lancer en novembre dernier notre offre sur mobile qui marche très bien. Et c'est important. Mais ce partenariat, on l'a aussi en Afrique, où Stéphane et France Télécom sont un acteur très puissant dans l'Afrique francophone. Et là, nous avons lancé, nous diffusons Orange Money. Et effectivement, il faut bien voir que dans pas mal de ces pays africains, dès maintenant, 30 à 40% des paiements sont faits sur mobile. On sait très bien que ces pays ils sautent l'étape, si je puis dire, des agences bancaires et directement. Et là, c'est quand même absolument fantastique. On arrive à ce que pour des paiements de très faible montant et pour des populations de très faibles revenus, le mobile permet une circulation monétaire sécurisée, ce qui est incroyable, parce qu'on sait très bien que dans les sociétés de troc, la question de la monnaie, de l'échange, de la sécurité est une question fondamentale. Les équipes de l'atelier me disaient que, par exemple, en Inde aujourd'hui, je crois qu'il y a plus de 100 millions d'agriculteurs indiens qui reçoivent les subsides de l'État indien, qui sont des toutes petites sommes par mois, sur leur mobile. C'est quand même absolument fantastique. Et je dois dire qu'on a, nous, un prix de la philanthropie, et c'est cet Africain très connu qui a fait fortune dans le mobile, qui a fait une grande fondation en Afrique pour essayer de favoriser le développement de ces technologies, ainsi d'ailleurs que le développement de comportements d'honnêteté gouvernementale et de bonne gouvernance chez les dirigeants africains. Et tous les ans, il fait un prix. Bon. Donc, je trouve que cette vague du numérique est très importante. L'autre chose qu'on a fait, nous, on considère que les réseaux sociaux, c'est très important. On a aujourd'hui 150 000 fans et on est assez actifs sur Facebook et sur Twitter. Bon. Et je dois dire que l'autre point, c'est que je pense que cette révolution du numérique va se poursuivre. Nous avons démarré une réflexion stratégique chez BNP Paribas assez importante auquel, comme président, je participe assez activement. J'ai prévu de passer des journées entières à l'atelier, profitant de leur présence à la fois à Paris, à San Francisco, donc sur la Silicon Valley, et à Shanghai, pour... je crois qu'il est essentiel que un grand acteur européen comme BNP Paribas, on a 22 millions de clients si on prend la France, l'Italie et la Belgique, il y a 140 millions d'habitants, et là on a 22 millions de clients, donc c'est quand même très important, et 200 000 entreprises. Nous, on veut absolument passer à la phase suivante. La phase suivante, alors on est en train de regarder
tout ce qui sera la visio, de la visio dans les agences. On a fait des pilotes, on va étendre des pilotes cette année. Je pense qu'on généralisera le système où, dans une agence, le client aura un chargé de clientèle local et puis un expert délocalisé, et ça se fera en visio. Bon, donc, c'est franchement ça va faire évoluer complètement le réseau. Je crois qu'on se félicitera bientôt d'avoir 2200 agences et non pas 7000. Et je pense que le nombre d'agences va se remettre à baisser tendanciellement sur 10 ans. Et je pense qu'on va vers une nouvelle. Enfin, moi, j'avais lancé il y a une dizaine d'années, quinzaine d'années, le temps passe, le multicanal. On était très en avance chez BNP Paribas. Bon, je crois qu'effectivement, le multicanal, on va aller vers une spécialisation. Il y a une étude de Cisco qui vient de sortir assez intéressante qui montre qu'on va aller vers une spécialisation des canaux. Je crois que les banques ne vont pas continuer à offrir tout sur tous les canaux parce qu'en termes de coûts, voilà. Donc, quand on voit qu'aujourd'hui, ça c'est un chiffre quand même très intéressant dans cette étude Cisco, 90% des clients, pour ce qui est de la gestion du compte et du solde, veulent le faire par Internet. Donc ce canal-là va devenir privilégié, ça coûtera moins cher, ça va supprimer le papier. Donc c'est un facteur. Et là, on va pouvoir donner aux consommateurs à la fois des prix de prestation plus avantageux dans l'ensemble de la relation et une meilleure efficacité. Par contre, je regardais que quand il s'agit de faire un emprunt ou de gérer son patrimoine, l'agence et le face-to-face continuent c'est 65%. Donc c'est extraordinaire, ce 65 versus 10. Donc on voit que dans les comportements, il y a de l'avenir pour le face-à-face. Bon, face-à-face qui quelquefois sera en visio dans une agence, mais il y a aussi beaucoup d'avenir pour toute une partie de l'activité. La banque étant une activité immatérielle, ça va se digitaliser à mort, quoi. Voilà. Donc nous, il faut absolument qu'on soit à la pointe de ça. Je crois que c'est très intéressant dans ces domaines, c'est que si on va trop vite, on se casse la gueule, le client ne suit pas. Si on va trop lentement, il se barre. Voilà. Et en plus, de toute façon, il y a 3 générations. Moi, j'ai des enfants, enfin, les gens qui ont 15 ans, 20 ans, 30 ans, ils sont nés. Je considère que la digitalisation, c'est à peu près aussi important que Gutenberg. Voilà, c'est une révolution millénaire. Moi, je dois dire que je suis né, je suis un gars je suis un des derniers Gutenbergiens. Voilà, donc beaucoup de mal dans cette société digitale. Les jeunes qui n'ont pas connu, qui sont nés dans eux, ils sont de plein pied là-dedans. Et donc leur consommation de services bancaires immatériels sera mais totalement différente de ma génération. C'est terminé. Donc si vous voulez ouvrir des comptes et garder des comptes dans les gens qui ont 15 ans, 20 ans, 25 ans, alors pour peu qu'ils aient fait des études, alors là bonjour. Donc on est dans un autre univers relationnel, un autre univers mais qui ne sera pas que digital. Mais voilà, donc on va vers des investissements, et je suis tout à fait Stéphane, on va être amené à faire des investissements très importants, mais la première chose qu'on essaie de faire chez BNP Paribas avant d'investir, c'est de réfléchir, parce que les choix ne sont pas évidents, et si on investit mal, trop tôt ou à mauvais escient, ça peut coûter cher. C'est pour ça qu'on vous a invité, parce que vous réfléchissez. On va faire des pilotes. Non, on va faire des pilotes, et puis on fera des pilotes. Je crois qu'il ne faut pas hésiter à faire des erreurs. Enfin, sur un pilote, on peut tenter. Puis après, le pilote donne ce que veut faire le consommateur, et puis après, on peut généraliser. Merci. Dernière question. Donc, ma notion d'économie monde, qui est une notion brodélienne, comme vous le savez, et qui dit qu'à un moment donné, il y a une région du monde qui prend le leadership. Donc, ça a été la Méditerranée, puis voilà. Donc, il y a absolument, il y a. Et la question, c'est est-ce qu'elle est en train de nous échapper, cette économie monde? Alors, elle est allée vers l'Atlantique avec les États-Unis, mais après tout, ça restait des Européens. Et là, on a l'impression qu'il y a un certain nombre de pays dans lesquels l'économie se développe très vite. Il y a de gros investissements qui sont réalisés. Et pour reprendre cet exemple du marché des télécommunications, il y a un problème de valorisation sur les opérateurs européens. Je crois que c'est factuel. Et combien vaut France Télécom Orange aujourd'hui? Pas assez. Pas assez. Pas assez. 40 milliards? Oh non, moins que ça. Moins que ça. En dessous de 30. Voilà. L'homme le plus riche du monde est Carlos Slim, qui porte mal son nom, parce qu'il est assez enrobé, mais qui est mexicain. Et est-ce qu'il est envisageable que Carlos Slim fasse le coup de Mittal, que Mittal a fait à Arcelor, et rachète un opérateur européen, comme ça, en passant un jour? Alors, c'est ce qu'il est en train de faire. Juste un chiffre quand même pour illustrer la perte de valeur des opérateurs de l'Europe, et qui doit faire réfléchir d'ailleurs sur la politique qui a été menée en Europe depuis 20 ans dans le secteur. Quand on additionne la capitalisation boursière aujourd'hui des 5 opérateurs historiques européens, c'est-à-dire France Télécom Orange, qui sont présents partout dans le monde, pas uniquement bien sûr en Europe, mais France Télécom Orange, Deutsche Telekom, Telecom Italia, Telefonica et KPN, on arrive à un total qui est inférieur à la capitalisation boursière de Google, tout seul. Quand même un problème. On est à peu près à 200 milliards de dollars et Google est un peu au-dessus. Bon, donc, et je vous
prends même pas la comparaison d'Apple, parce que là, ça serait carrément humiliant. Donc oui, il y a une perte de valeur gigantesque qui correspond aussi à une défiance très grande des marchés sur l'avenir du secteur. Et on peut les comprendre, les marchés, quand on voit un peu les données de l'équation. Maintenant, pour répondre à votre question, oui, moi je pense qu'il va y avoir des mouvements sur la scène européenne, parce que d'abord, ces valorisations extrêmement basses créent des opportunités. Et puis parce qu'on voit bien qu'on est arrivé un peu à une fin de cycle et qu'il va forcément se passer des choses. Donc il y a plus de 100 opérateurs aujourd'hui présents actifs sur le territoire de l'Union européenne. Vous le savez bien, il y en a 3 en Chine, 4 aux États-Unis. Bon. Donc ça ne peut pas continuer comme ça. Ça ne peut pas continuer comme ça. La consolidation va se mettre en œuvre. Ça a déjà un peu commencé. Comme souvent, ça vient toujours par une étincelle de l'extérieur. Étincelle de l'extérieur, bah, c'est Carlos Slim qui fait une espèce d'OPA rampante sur KPN. Il a pris un peu plus de 20% du capital de KPN, ce qui lui donne quasiment la majorité en Assemblée générale. Bon, c'est pas mal, hein. Il peut finalement prendre le contrôle d'un des grandes sociétés européennes en mettant une mise de fonds relativement limitée et en ayant que 20% du capital. Il a fait la même opération sur Telecom Austria. Et donc, il pousse ses pions. Et Carlos Slim, moi j'ai la chance de le connaître parce que il a été d'abord un partenaire historique de France Télécom, je le dis pour tout le monde, mais il faut quand même savoir qu'il y a 20 ans, quand M. Slim, qui était un entrepreneur de bâtiments libanais installé au Brésil, a fait sa première acquisition dans les secteurs des télécoms, c'était avec nous. France Télécom était son partenaire dans la toute première phase de la privatisation de Telmex. On avait 10% du capital, lui en avait 5%. Bon, malheureusement, on a dû vendre après. Bon. Et puis lui, il a fait son bonhomme de chemin. Et d'ailleurs, il l'a réussi en réinvestissant systématiquement, depuis 20 ans, tout ce qu'il a gagné dans son entreprise. C'est ce qui lui a permis de monter progressivement jusqu'à la position de contrôle qu'il a aujourd'hui, tout en développant sa boutique. C'est un entrepreneur extraordinaire, Slim. On dit toujours c'est l'homme le plus riche du monde. Oui, mais ça, c'est le résultat. La vérité, c'est que c'est un entrepreneur. C'est de la vision à long terme, c'est une action à long terme, comme Mittal et oui, sur des choses c'est un entrepreneur, c'est quelqu'un qui a toujours privilégié le long terme sur le court terme. Il a investi absolument la totalité de ce qu'il a gagné jusqu'à maintenant. Et son obsession, c'est de construire et de développer son groupe. Quand on le voit, bon, voilà, on sent cette magie quand même de l'entrepreneur qui est toujours tourné vers l'avenir, toujours tourné vers la construction, vers le développement, etc. Donc, il a pris pied en Europe. Il n'y a pas que lui qui s'intéresse à l'Europe. Il y a d'autres aussi groupes de télécoms du Sud ou businessmen des télécoms qui ont un peu d'argent et qui sont aujourd'hui en quête d'opportunités. Donc moi, je compte beaucoup là-dessus aussi pour réveiller un peu ce glacis européen dans lequel, je dirais, 20 ans de régulation qu'on connaît nous ont plongé et continuent d'ailleurs inlassablement, en rajoutant toujours des couches supplémentaires, de nous conduire. Donc il va y avoir ça. Et puis bon, au-delà de ça, il y a le sujet des grands rapprochements européens, qui est une autre donnée beaucoup plus compliquée parce qu'on est sur des acteurs beaucoup plus vastes qui ont des activités pas seulement en Europe, des problèmes de gouvernance, d'actionnariat, bon, et d'équité historique, comme on dit. C'est-à-dire que c'est bien de faire des grands mariages, mais il faut savoir pourquoi, qu'est-ce qu'on en attend, en quoi est-ce que ça peut résoudre les problèmes auxquels on est chacun confronté. Donc ça va bouger. Voilà, la bonne nouvelle au moins, c'est que je suis convaincu que sur la planète télécom, ce qui va bouger dans les 2-3 ans qui viennent, c'est l'Europe. Malheureusement, parce que l'Europe est malade, et on ne le dit pas suffisamment dans les télécoms, mais c'est une réalité. Regardez encore une fois les chiffres qu'on a évoqués tout à l'heure sur les capitalisations des opérateurs, c'est quand même impressionnant. Donc elle est profondément malade, mais parce qu'elle est malade, elle va se reprendre en main et elle va trouver aussi dans la mécanique de l'économie de marché, et pour peu qu'on arrive à convaincre un peu nos dirigeants européens et nationaux qu'il faut peut-être arrêter certaines approches, on va retrouver le chemin de la croissance. Merci. Le mot de la fin, Jean-Hervé Lorenzi. Non, en 1820, la Chine était la première puissance du monde. Donc ça signifie que ça va, ça vient. Il n'y a pas de... Non. Et ceux qui gagneront, c'est ceux qui... Alors l'exemple de la Chine est merveilleux. C'est ceux qui ont les institutions, l'organisation, l'environnement, qui est le plus favorable au développement de l'innovation et du progrès. Et ça, c'est l'exemple de la Chine est extraordinaire. Il s'effondre. Nous, on n'a pas été formidable dans les 10 dernières années, 15 dernières années, mais il se trouve qu'on est toujours bon en France au moment où on est au bord du précipice. Baudouin Pro, le mot de la fin. Et
On va vous remercier. Non, écoutez, moi, je crois que j'ai regardé les panels de la suite et je serais bien resté, mais c'est. Voilà, Merci beaucoup. Merci. Merci à tous les trois.